connaissez tous, qui s'appelle L'urbanisme de François Chouet, Utopie et réalité, une anthologie. Donc vous voyez que j'ai composé à peu près la même chose. L'urbanisme, j'ai ajouté écologique, enjeux et limites, une anthologie. Jamel m'avait offert ce livre, par hasard. D'ailleurs, il y a toujours son nom ici, écrit. C'est son livre. Il me l'avait donné de façon généreuse et j'ai partagé des moments inoubliables avec Jamel dans son enseignement. Puisse Dieu l'accueillir dans son vaste paradis, comme on dit. Je vous remercie. Donc, pour revenir à l'ouvrage, je vais faire peut-être BD de lecture. Oui, vas-y. Là. D'abord, je vous remercie effectivement d'être là, présent. C'est important, surtout en ce moment où le temps nous manque terriblement, à tout le monde. Et tout le monde hoche la tête. M'excuse, là je prends un peu de temps pour entrer dans mon discours. Chose qui va. La flèche. Voilà. Donc, pour revenir au livre, il y a une petite histoire autour de ce livre qui était prêt. Je l'ai fait pendant la période du confinement. Il était prêt fin 2021. Mais éditer un livre, c'est pas simple. C'est pas facile. Trouver un éditeur qui accepte. Les éditeurs, en général, ils cherchent d'abord le rendement, c'est normal. Financièrement, ils demandent toujours. Bon, pour ceux qui ont le projet de préparer un livre, de l'éditer, je vous dis un petit peu mon expérience, même si c'est un peu en marge. Ce qui les intéresse, c'est d'abord qu'il y ait un large public, qu'il y ait une grande production. Quand c'est limité à des étudiants, à un public plus restreint, en général, ils se disent « on s'excuse, ça ne nous intéresse pas ». Donc, il faut viser plus de 2000. Bon. Voilà un peu une information. Mais jusqu'à présent, tous les livres que j'ai faits, c'était adressé aux étudiants. Voilà. En général, au milieu universitaire, parce que c'est la seule chose que je sais faire pour l'instant. Et Les enfants aussi. Et les enfants, oui, il y a un livre là que j'avais fait pour les enfants, pour le petit lecteur. Et les enfants, c'est très important, à mon avis. Je pense qu'il faut investir sur les enfants. Le monde des enfants. Le monde des enfants et même leur offrir même gratuitement si on produit des ouvrages pour les enfants. Pour revenir au livre, longue histoire, j'étais là en train de chercher un éditeur, je n'en trouvais pas, j'ai plein de courriers, j'ai écrit à plusieurs. Et un jour avec Amin Taïbi, on discutait comme ça par hasard, et Gilali passait, et on en discutait. Il m'a dit, mais on est autorisé à faire de l'édition, on essaye? J'ai dit, ben oui, j'ai pas le choix, allez-y, on y va. Et c'est comme ça que ça a commencé. Lui, c'est son premier livre. Le deuxième, pardon. Donc ça a été une belle aventure. Mais le premier, c'était le nôtre, c'est-à-dire avec Amin justement et Omar, sur Oran. Notre première édition, ça a été sur Oran, donc Oran guide architectural avec. Ah oui, oui. Avec Amin, oui. Voilà, Amin Taïbi. Tu étais présente lors de la présentation. Amin Taïbi et Omar Smaïn qui est au pupitre. Voilà. Donc c'était ce qui avait inauguré, disons, la matière. Eh bien, je vous félicite d'abord parce que l'édition, c'est un monde très, très dur. On peut, vous voyez, il en dira mieux, moi je ne le sais pas, mais je l'ai juste vécu parce que j'ai travaillé au CRASC. Le CRASC est fait de l'édition et pour moi, ça a toujours été facile. Facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais dans le milieu et que j'étais assurée que mon livre allait paraître. Ce n'est plus le cas. Ça a changé, même pour le CRASC. La preuve, ce livre, je l'ai fait faire ici, avec Gilali, alors qu'il était envisagé pour être... Donc, même pour le CRASC, ça devient difficile.
il y a un conseil scientifique, il y a des choix, et je pense financièrement. Mais moi je dis toujours, celui qui a envie de publier, il est prêt à payer. Pourquoi pas payer, même s'il y a peut-être après à récupérer, mais une façon de voir son livre édité, on peut payer. Pourquoi pas? Voilà un petit peu pour l'histoire de ce livre. Alors, ce livre est préfacé par Jean-Pierre Frey. Je le remercie énormément. C'est quelqu'un qui n'a jamais refusé quand on a fait appel à lui. Il est toujours présent, il est venu, il nous a enseigné à la post-graduation. C'est un Oranais, il est né à Oran, donc c'est avec bonheur qu'il vient à Oran pour travailler avec les étudiants. Donc Jean-Pierre Frey m'a fait cette préface alors que je ne m'y attendais pas du tout, et puis il l'a faite rapidement. Et autre chose que je voulais dire concernant ce livre, la couverture, l'illustration est de Faiza Djeffel, Madame Tarawi. Mais c'était pas mon choix, hein. Franchement, c'est elle. Non, mais c'est intéressant de faire connaître un peu nos artistes aussi à travers l'édition. Voilà, alors la couverture, je crois qu'il n'y a pas de titre. Si. C'est quoi? Ah, le titre de la couverture. De la couverture. Non, on a mis juste illustration. Voilà un petit peu pour... alors, pour revenir, on peut aller au sommaire. J'ai donc suivi le même plan que celui de François Chouet, c'est-à-dire le livre est partagé en 3 parties. Elle parlait de l'urbanisme en question. Moi, je parle de l'urbanisme écologique en question. Donc, j'ai parlé de la nature en milieu urbain. Il faut savoir que ce livre, c'est effectivement des années de travail et de recherche, puisque le magistère que j'ai fait dans les années 90 était porté sur les espaces verts. Donc déjà, ça m'avait mis sur les rails de l'écologie, de travail sur l'écologie, etc. Mais l'écologie ne se limite pas qu'aux espaces verts. Donc il faut qu'on sache cela. Je ne me suis pas limitée qu'aux espaces verts. Alors, je vais entrer directement dans le discours. Comme j'ai de remercier donc, pour votre présence et l'intérêt que vous portez à cet ouvrage. Je voudrais aussi exprimer ce que j'ai fait à Jean-Pierre Frey, qui a rédigé la préface, et aussi à Faiza, qui a accepté de mettre son tableau pour la couverture. Alors, ce livre est né d'un double constat. D'une part, l'urbanisme écologique, et s'est imposé ces dernières années. Maintenant, on parle de la transition écologique, c'est-à-dire on ne peut plus parler d'écologie. Mais ça s'est transformé, c'est-à-dire, je dis, il devient de plus en plus ambigu, de plus en plus, même des fois incompréhensible, et on commence à voir les impacts d'intervention écologique, ce qu'on discutait tout à l'heure, ne sont pas que positifs. Mais il fallait passer par là pour voir un petit peu les problèmes qu'ils posent et pour pouvoir se corriger. Donc ça fait partie un petit peu de toutes les expériences. On ne fait pas, comme on dit, d'omelette sans casser d'œufs. Donc il s'est imposé comme un mot d'ordre omniprésent, parfois porteur d'espoir, parfois ambigu. D'autre part, il m'a semblé qu'il manquait une vision intégrée qui relie la critique théorique, la mémoire et des formes urbaines et les mutations sociales contemporaines. Je vais changer de lunettes. Autrement dit, comment penser écologiquement la ville d'aujourd'hui sans tomber ni dans l'idéalisme, ni dans le dogmatisme techniciste. Ce sont les grands problèmes. Alors, c'est autour de cette interrogation que s'est construite l'architecture de l'ouvrage. Donc, ma démarche, et mon ambition bien sûr, a été de rétablir un dialogue entre 3 dimensions, souvent disjointes, la pensée urbanistique, la conscience écologique et la culture du lieu. J'ai choisi pour cela une approche à la fois critique et ontologique. Ontologique, c'est-à-dire à la manière de François Chouet, qui avait fait une liste d'architectes pour lequel elle faisait donc une fiche technique. Et j'ai fait aussi la même chose en choisissant des architectes, mais mon intention, j'ai cherché à mettre des architectes de chez nous.
des architectes de renommée. Ils sont rares. J'ai trouvé Hassan Fethi, que je vais présenter tout à l'heure. Il y a aussi un Iranien qui fait partie de cette anthologie, un Indien, l'Indonésien, je crois, je ne me rappelle plus, bon, ça viendra tout à l'heure. C'était un peu ça, c'est-à-dire s'échapper un peu du monde occidental, parce qu'il n'y a que. J'aurais bien voulu, et c'est un livre que je suis en train de faire, j'aurais bien voulu avoir des noms de chez nous. J'ai trouvé Ravero, que j'ai bien, qui fait partie de l'anthologie, et j'expliquerai pourquoi il fait partie de cette anthologie. Voilà grosso modo un peu pour la... Mais on se rendra compte tout à l'heure, j'ai finalement commencé par Wright, et qui figure aussi chez Shoei. Donc, il est incontournable. Voilà. Alors, l'ouvrage s'articule en 3 grandes parties. La première met en question les fondements, paradoxes de l'urbanisme écologique. La deuxième explore les racines culturelles et sociales. La troisième examine les enjeux humains et environnementaux à l'ère de l'Anthropocène. Je reviendrai sur ce mot, Anthropocène, qu'on est en train d'utiliser de plus en plus. Je donnerai sa définition. Ce mot, je l'ai découvert dans le livre que j'ai publié en 2019, qui est utilisé par les géologues en général, et c'est d'ailleurs un biologiste qui l'a inventé. Je donnerai la définition tout à l'heure. Et je pense que le mot anthropocène va être de plus en plus utilisé maintenant. Enfin, l'anthologie prolonge la réflexion à travers les figures que j'ai citées, Wright, Fethi, Alto, Doshi, Siza, Foster, Boeri et bien d'autres. Alors, l'origine, en quoi cet ouvrage, on peut dire qu'il est original? À mon avis, il y a 3 orientations majeures. La première, il y a une lecture dialectique de l'urbanisme écologique. Plutôt, ce n'est pas un modèle, il n'y a pas de certitude. Je propose un champ de tension entre croissance et sobriété, innovation et tradition, rationalisme et empirisme. C'est une manière de rappeler que la ville ne se réduit ni à la technique, ni à la nature. Elle relève d'un système éco-techno-symbolique. Cette construction est de Augustin Berg, qu'il utilise beaucoup et que j'ai repris aussi dans mon ouvrage sur cultiver l'urbain. Et pour lui, c'est 3 ensembles qui font la ville. On ne peut ni s'échapper. L'éco, alors l'éco comprend l'économie et l'écologie. Le techno, c'est tout ce qui est technique, et le symbolique. Il accorde une très très grande importance au symbolique, où s'entrelacent besoins matériels, imaginaire collectif et valeurs partagées. Deuxièmement, c'est une relecture culturelle de la conscience écologique, c'est-à-dire la fibre environnementale n'est pas un supplément d'âme ajouté à la ville, elle est le terreau même de la culture urbaine. La fibre écologique, je l'ai trouvée chez Bouchama. Par hasard, Bouchama, à l'époque, c'est dommage, il n'est pas vraiment bien valorisé. Il n'est pas enseigné non plus. Il n'est pas enseigné non plus, Abdelrahman Bouchama. Je pense qu'il faut revenir sur la... Mais on a la chance d'avoir ces filles qui sont architectes, dont une enseigne à l'EPO, et si vous pouvez la contacter, si vous voulez savoir ce qu'a fait Bouchama, ça serait intéressant de revenir sur ce qu'il nous a laissé comme héritage. Bouchama, à l'époque, avait inventé ce qu'il a appelé la pierre bleue, avec du sable. Avec cette matière, et puis ça a disparu. Une fois, il nous a fait la démonstration dans un colloque. Avec cette matière, on fabrique, par exemple, des portes, des fenêtres, tout ce qui est... en matière de cette matière que lui il a appelée, j'ai oublié son nom, ignifuge, elle ne prend pas feu. Et puis ça a disparu. J'ai retrouvé par hasard l'affiche qui faisait cette publicité.
Et puis, la société qui avait fait cette publicité, qui avait commencé à travailler ça, tout a disparu. C'était à Alger, tout a disparu. Et je trouve ça très dommage. Parce que du sable, nous en avons. Donc, est-ce qu'il y a des lobbies qui cachent ça? Je ne sais pas. Je préfère ne pas m'avancer sur ce terrain. C'est un terrain de recherche. Retrouver l'héritage de Bouchama. Donc, d'où l'importance que j'ai... deuxièmement, la fibre environnementale n'est pas un supplément d'âme ajouté à la ville. Elle est le terreau même de la culture urbaine. D'où l'importance à accorder à la participation. La participation sociale est un facteur de l'écologie urbaine. Mais il faut bien sûr l'organiser. Le recyclage, l'échelle locale, ces dynamiques qui traduisent la volonté d'habiter plutôt que simplement occuper l'espace. Troisièmement, il y a une articulation entre ce qui est hérité et ce qui est prospective. Alors, l'anthologie, qui ferme à la fin de l'ouvrage, ce n'est pas un catalogue d'auteurs, mais c'est une lecture critique de leur vision, parfois utopique, souvent prémonitoire. Il y a des utopies encore, c'est vrai, en écologie. Il y a des architectes, il y a des visionnaires qui ont fait de leur utopie un modèle et ça s'est arrêté là. Donc, est-ce qu'il faut reprendre tout ça? C'est des réflexions à ouvrir. De Frank Lloyd Wright, donc, en passant par Ken Ying. Ken Ying, qui est anglais, mais c'est un Malaisien d'origine. Hassan Fethi, jusqu'à Philippe Madec. Philippe Madec est un Français qui est encore en vie, qui a une association qui est basée sur la frugalité, ce qu'il a appelé frugalité heureuse. Donc, ce sont les adeptes du minimalisme. Chacun a tenté à sa manière de concilier habitat, nature et société. Mon intention a été de confronter ces modèles historiques aux défis contemporains de la mondialisation, du changement climatique et de la résilience urbaine. Alors, je vais parler de quelques notions qui ont structuré l'ouvrage. La première, c'est l'échelle humaine, en contrepoint du gigantisme moderne. Penser l'écologie urbaine, c'est repenser la proportion, la mesure, la proximité, le rapport sensible entre l'habitant et son milieu. La deuxième, c'est la participation, ce que j'avais dit. Ce n'est pas un rituel politique, mais comme coproduction du sens urbain. La question de la participation, Gilali d'ailleurs en est témoin, nous avons fait, et ça c'était extraordinaire comme œuvre, mais ça a été très limité dans le temps. Dans les années 90, Maître Henné, qui était DEC alors, a constitué une commission d'enseignants nous demandant de venir participer au PDO d'Oran. Et ça s'est fait. Il y avait Kalaïdji. Donc le PDO d'Oran s'est fait avec une dimension participative et où il fallait, et c'était un peu, d'abord c'était nouveau, il y avait personne qui avait fait ça avant, et en même temps ça a permis de lancer des concours, mais des concours un peu spéciaux, c'est-à-dire c'est là où on a pris conscience, et là il faut garder ça en tête, surtout pour, maintenant que l'on parle de Sidi El Houari, une intervention urbaine ne doit jamais être considérée comme n'importe quel marché. Et où on dit, on donne ça au moins 10 ans. Ça, c'est à mettre une croix dessus. Ce n'est pas une opération banale ou courante pour venir dire, donnons ça au moins 10 ans. Non. C'est ce qu'on a fait pour le BDO. On a dit, ne donnez pas ça au moins 10 ans. Et on a étudié pour voir qui pouvait prendre. Et ça, c'était un travail de participation. Mais ce qui était voulu par l'autorité, qui était le DEC, Maître Henné, il y avait le conseiller culturel, Abdelkader. Donc il y avait un concours de circonstances qui faisait que ça a marché, ça a collé. Et après, c'est fini. On ne refait plus. Et là, je trouve ça très dommage et je pense qu'il faut relancer ce genre d'opération, surtout maintenant qu'on est en train de parler de la restauration de Sidi El Houari. Je pense que ça évitera des
espérons. Ça amoindrira un peu les dégâts. Donc voici pour la participation, c'est donc un facteur de l'écologie. Alors les habitants, les chercheurs, les institutions locales participent à la fabrique du territoire autant qu'à celle de connaissances. La troisième est le recyclage. Donc vous entendez tous parler de recyclage. Vous avez remarqué qu'on commence à recycler, ça commence à être visible au niveau d'Oran, même si ce n'est pas très organisé, ça se fait petit à petit, le recyclage est en train de prendre l'importance. Même si ça se fait un peu dans le désordre. Alors, j'aborde comme un mode de valorisation écologique, mais aussi symbolique. Le recyclage rentre dans la symbolique. Recycler, c'est prolonger la vie des choses, des lieux, des savoirs. C'est une manière d'habiter le temps. Alors, pour conclure, en conclusion, j'ai mis que c'est une éthique en devenir. Alors, l'urbanisme écologique de ce livre, disant Enjeux et limites, ce n'est pas un manuel, ce n'est pas un manifeste. C'est une invitation à penser la ville comme un organisme vivant, traversé de contradictions, mais capable d'évolution et d'intelligence collective. Face au dérèglement de l'anthropocène, je donnerai donc tout à l'heure la définition de ce mot anthropocène, c'est-à-dire tout se dérègle. Il ne s'agit plus seulement d'adapter nos techniques, mais de transformer notre regard. Concevoir la ville non comme un produit fini, mais comme un processus ouvert, un espace de coexistence entre le vivant, le bâti et la société. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce livre contribuera à sa mesure à nourrir le débat sur la manière d'habiter durablement notre monde commun. Je serai donc heureuse d'échanger avec vous.